Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne de la diaspora, l'entretien du jour. Je reçois M. Dreyfus Luyebo, qui est écrivain à ses heures perdues, puisqu'il a déjà publié en 2013 Politique, insertion et jeunesse, l'espoir du monde. C'était chez l'Harmattan. Ensuite a suivi Fortune et patrimoine, guide de l'investissement en France. Ça, c'est pour vous qui avez sans doute de quoi mettre de côté pour les générations futures. Ça s'est passé en 2015 chez Percé. Et enfin, nous le recevons aujourd'hui pour ce livre, voilà, que vous voyez ici, Histoire de France, portrait de Centrafricains devenus sénateurs ou députés de la République française. Alors, Dreyfus, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation des Zena TV. Déjà, on vous sent quand même aujourd'hui porté sur plusieurs pans de la culture. Vous commencez d'abord par l'insertion, ensuite vous attaquez tout ce qui est lié aux fortunes, au patrimoine, et enfin, on vous voit en histoire, et notamment cette histoire de France. Rapidement, est-ce que cela traduit bien votre personnalité par rapport à ces différents domaines que vous avez embrassés dans les publications qui ont été les vôtres depuis 2013 ? Tout à fait, puisque j'ai dans un premier temps commencé dans le domaine de l'insertion professionnelle, puisque dans le cadre de mes études universitaires, j'étais président du bureau des étudiants. Et en tant que président du bureau des étudiants, votre travail, votre devoir consiste évidemment à accompagner un certain nombre d'étudiants dans le cadre de leur insertion professionnelle, à savoir après évidemment la vie estudiantine. Et donc c'est dans ce cadre et suite à cette expérience que j'ai rédigé ce premier ouvrage en tentant d'apporter quelques solutions relatives évidemment à l'insertion professionnelle des jeunes dans le monde. Deux solutions symboliques par exemple qu'on peut trouver pour ceux qui peuvent encore se procurer cet ouvrage qui est assez pédagogique, qui apporte deux solutions symboliques. Par exemple en matière de stage, vous savez que lorsqu'on étudie et qu'on est à l'université, c'est un peu délicat de trouver des stages, et donc la solution que j'apporte dans ce premier ouvrage, c'est de renforcer les partenariats entre les entreprises et les universités de façon à ce qu'évidemment nous puissions favoriser et faciliter les stages. Et la deuxième solution, qui va là encore dans le même sens, c'est celle qui consiste par exemple à alléger un peu les charges des entreprises lorsqu'elles embauchent des stagiaires. Parce que vous savez qu'en France, lorsque vous êtes une entreprise et que vous prenez un stagiaire, même s'il est en 3e année ou 4e année, vous avez l'obligation de lui rémunérer. Mais pour les TPE, pour les PME, pour les entrepreneurs, comme vous ici, Zena TV, vous avez certainement la possibilité ou l'envie de prendre des stagiaires, mais vous n'avez pas forcément aussi les moyens d'investir, financièrement je parle, sur ces stagiaires. Et donc, nous devons pour ces conditions mettre en place une solution de façon à ce que l'entrepreneur, d'une part, et l'élève étudiant et donc le stagiaire, d'autre part, puissent s'y retrouver. Et donc, il faut une solution gagnant-gagnant. Pour cette solution gagnant-gagnant, il faudrait évidemment que le stagiaire, en acceptant de travailler et donc de rejoindre votre structure, puisse évidemment satisfaire à ses examens, puisse évidemment bénéficier de la formation qui sera la vôtre. Et puis vous, évidemment, en tant qu'entrepreneur, votre satisfaction sera d'avoir contribué au rayonnement de cet étudiant, évidemment à la formation de cet élève. On a bien compris, c'est aussi un financier qui parle, puisque votre deuxième ouvrage va porter en fait sur cet intérêt lié en fait aux fortunes et patrimoine. Alors rapidement, qu'est-ce qui fait que vous en arrivez là en fait, un guide de l'investissement? La France est un pays qui gère des patrimoines depuis des années, on a des familles qui ont des patrimoines énormes, puis vous débarquez un peu dedans. Comment ça s'est passé en fait? C'est dans la suite logique, encore une fois, de mon cursus universitaire, comme quoi les choses sont parfaitement liées. Donc j'ai commencé dans des études commerciales, j'ai fait du marketing et puis du droit. Et puis évidemment, j'ai fait aussi de l'économie et de la finance à l'université Paris 1 Sorbonne notamment. Et c'est donc dans ce cadre, suite à ma formation financière, que j'intègre par la suite un groupe international spécialisé en gestion privée et en gestion patrimoine. Et là, je découvre ce que c'est que le métier. Je conseille les différentes familles françaises fortunées sur leur gestion privée, sur leurs différents investissements. Ce qu'on appelle la banque privée, en fait, c'est ça? C'est exact, c'est la banque privée. Et puis je me rends compte qu'effectivement, cette notion de gestion de patrimoine, cette notion de gestion de fortune, est quelque part réservée à certaines personnes. Et puis j'ai voulu démocratiser ça pour que les jeunes puissent dès le départ comprendre que c'est important de mettre de côté, c'est important d'épargner parce que ça nous permet par la suite de savoir gérer et donc gérer pourquoi pas
une instance, une entreprise, voire une institution. Alors, sans pour autant stigmatiser, comment se positionnent en fait, notamment les familles africaines d'une manière générale, ou les Africains, dans la gestion en fait patrimoniale? Est-ce qu'il y a un intérêt, ou bien on est là, on vit au jour le jour? Évidemment qu'il y a un intérêt. Évidemment qu'il y a un intérêt, puisque lorsque nous sommes dans une société, il faut s'adapter aux réalités de cette société. Et, certains disent on va repartir, donc quel intérêt? C'est justement là où on se trompe, parce que j'ai entendu ce discours-là régulièrement, plusieurs fois je l'entends encore aujourd'hui, mais il y a souvent une différence entre ceux qui aimeraient partir et la réalité, parce que souvent la réalité nous rattrape. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à être dans le rêve, ou est-ce qu'on passe à l'action et donc on s'organise ici, tout en ayant une pensée pour le pays? Et pour s'organiser ici, et avant d'envisager de faire quoi que ce soit pour le pays, je crois qu'il faut d'abord savoir balayer devant sa porte. Et la porte des Africains ou des Congolais de la diaspora aujourd'hui, avant que ce soit le pays, en tout cas pour ceux qui vivent ici, c'est d'abord ici, c'est d'abord la France. Il faut d'abord être en mesure de s'organiser ici, là où il se trouve, et puis par la suite, évidemment, apporter quelque chose de concret pour l'amélioration de certaines conditions du pays. Alors, c'est maintenant à l'historien que je vais m'adresser, après, je dirais, le formateur en insertion, après le gestionnaire du patrimoine, maintenant à l'historien. Alors, déjà, un ouvrage, Histoire de France, on se pose la question, c'est assez caractéristique, puisqu'on retrouve la carte de l'Afrique, en fait, au cœur de la France. Finalement, déjà, qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui de pouvoir proposer ces 100 portraits, en fait, des Africains devenus sénateurs ou députés de la République française? D'abord parce que je suis un passionné d'histoire. Oui. J'aime l'histoire. Et quand on parle évidemment de la France, on parle naturellement aussi de l'Afrique. Parce que l'Afrique et la France sont éternellement liés de par leur histoire, à travers les différents événements qu'ils ont traversés, les différents événements historiques. Et puis parce que la France a connu plusieurs changements, que l'Afrique également, c'était donc important pour moi de voir dans quelle mesure les Africains ont pu apporter leur modeste contribution dans le cadre de l'édification de cette grande France. Oui. Et donc, parmi ces différents Africains, oui, effectivement, on peut citer Houphouët-Boigny, qui fut le premier président de la Côte d'Ivoire. On peut encore citer Léopold Sédar Senghor, ou, puisque nous sommes évidemment sur un plateau congolais, on peut également citer Marcel Ibaliko, qui fut lui aussi parlementaire français avant évidemment d'occuper des responsabilités au Congo-Brazzaville. On peut aussi citer Jean-Félix Tikaya, le premier parlementaire congolais, ou encore monsieur Michel Kimbangou, qui fut ministre lors du gouvernement de Fulbert Youlou et qui fut évidemment parlementaire français aussi. Oui, oui. Alors à cette époque-là, on se disait quand même que la communauté était grande et on voit quand même traverser des pays dont on ne soupçonne pas des liens avec la France, un peu comme la Somalie. On voit ici en fait des Somaliens, alors qu'aujourd'hui on sait que la Somalie c'est plus des Anglais et puis une partie peut-être des Italiens, mais enfin, comment ça se passe en fait? Comment on retrouve dans cette grande famille française, cette communauté qu'on appelle à l'époque, des pays qui aujourd'hui, selon l'histoire, qui n'ont pas eu de lien direct avec la France? C'est justement là où vous vous rendez compte que l'histoire est très importante, large, diverse et variée. Et c'est justement à travers cette pluralité de cultures et ces différentes origines qu'on se rend compte qu'évidemment l'Afrique, dans sa globalité, d'une manière ou d'une autre, a participé à l'édification de la Ve République. Et là, ce que vous citez est un parfait exemple. Oui, oui. Ça a été facile à faire, ce type de travail, parce que là, on est quand même, on voit finalement que ce sont les archives du Sénat dans lesquelles vous avez puisé. Ça a été facile à réaliser, un tel travail? Non, si je vous disais que... Mais bon, certains vous diraient qu'il suffit d'aller au Sénat et puis vous parcourez les archives et après c'est fait. Encore faut-il accéder au Sénat. Voilà. Donc, non, pas tout à fait, monsieur Makosso. D'abord parce qu'il s'agit de portraits. Et les portraits, pour les avoir, en général, ce sont des photographies. Oui. Il vous faut un certain nombre de droits d'image. Il faut contacter parfois le photographe. Ou lorsque le photographe... Parfois qu'il n'est plus vivant, il ses ayants droit. C'est exact. Ouais. Lorsque le photographe est décédé, évidemment, il faut parfois contacter les différents ayants droit. Mais par où allez-vous commencer quand, dans la plupart des cas, ce sont des Africains qui sont originaires de divers pays, de différents pays? Est-ce qu'il me fallait aller en Afrique directement, faire le tour de l'Afrique, aller au Gabon, en Centrafrique, au Congo-Brazzaville, au Niger, au Niger, etc., pour avoir ces différents portraits? Je crois que vous en aurez encore eu pour plusieurs années. Oui.
Et c'est la raison pour laquelle, de manière totalement simple, je me suis dit que ces personnalités-là ont contribué à l'histoire de France. C'était des Africains, certes, mais qui ont contribué à l'histoire de France. Et donc, parce qu'ils ont contribué à l'histoire de France, il y a des institutions en France, comme le Sénat ou l'Assemblée nationale, institutions dans lesquelles ils ont évidemment travaillé, exercé leur mandat en tant que parlementaires. Et donc, tout naturellement, je me suis orienté vers le service des archives du Sénat et de l'Assemblée nationale pour échanger avec eux sur le projet qui était le mien et pour voir dans quelle mesure ils pouvaient m'accompagner. Et donc, évidemment, dans l'accompagnement, ils m'ont proposé évidemment un certain nombre d'éléments et ont surtout mis à ma disposition toutes les photographies et donc tous les portraits que vous verrez dans cet ouvrage. Alors, cet ouvrage est riche et on comprend très bien que finalement l'histoire de France, on avait dit, traverse aussi celle de l'Afrique. Alors, on est quand même surpris de voir que cette histoire qui s'écrit pendant la colonisation et juste avant les indépendances, il y a très peu de femmes, sinon qu'une seule. En fait, Madame Coulibaly, qu'est-ce qui se passe? Où sont les femmes à ce moment-là? Les femmes sont surtout bien impliquées dans la société civile. Oui. Et vous savez que les femmes, d'abord, pour un certain nombre de pays africains, nous sommes des sociétés matriarcales. La femme est au cœur, évidemment, de la société, est au cœur, évidemment, de notre fonctionnement de manière globale. Et donc, Madame Célestine Ouezin, effectivement, que l'on retrouve dans cet ouvrage, c'est la seule femme, qui est une femme, qui est originaire de l'actuel Burkina Faso. À l'époque, on parlait évidemment de la Haute-Volta, a été effectivement parlementaire en France. Elle a été sénatrice française et puis parlementaire aussi au niveau du Burkina Faso au moment des indépendances. Mais la seule chose qu'il faut évidemment retenir, c'est que c'est grâce à des personnalités comme Madame Célestine Ouezin que d'autres femmes, comme aujourd'hui Madame Seiba Dagoma, originaire du Tchad, députée de la République française évidemment. On peut donc dire que c'est grâce au travail en partie de Madame Célestine Ouezin qu'aujourd'hui d'autres Africaines peuvent également rêver d'être à ce type, d'occuper ce type de fonction ou de responsabilité. Alors, ce qui est intéressant avec cet ouvrage, c'est qu'on parcourt cette histoire et on arrive à la période moderne, en se posant des questions. Il y a quand même cette communauté, c'est vrai que vous allez me dire qu'on a connu nos indépendances, finalement la France fait son histoire, l'Afrique fait la sienne. Or, ici, il y a encore énormément de descendants, puisqu'il y a des noms célèbres qu'on peut voir ici, des descendants de ces hommes ou de cette femme qui étaient là, qui n'arrivent pas à émerger politiquement. Est-ce que c'était plus facile à leur époque qu'aujourd'hui? Rien n'est facile, monsieur Makosso. Et je crois qu'à l'époque, c'était très particulier, puisqu'on était dans un contexte très particulier. Vous savez, d'abord, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, le monde... Les Africains avaient donné leur part. Les Africains avaient donné leur part, et donc il y avait des revendications qui se faisaient évidemment ressentir au niveau des différentes... classes politiques des différents pays aussi, au niveau des différents pays aussi, pardon. Ouais. Et c'est donc la raison pour laquelle, à un moment donné, le général de Gaulle, un grand chef d'État évidemment, a pris un certain nombre de décisions de façon à prendre en compte les demandes de ces Africains pour que, puis évidemment, ensemble, la France et l'Afrique puissent aller dans un sens commun. Il y a évidemment ceux qui ont parfaitement accepté et adhéré à cette main tendue du général de Gaulle, et puis on a d'autres qui préféraient développer l'Afrique avec une vision très africaine. Comme le Sékou Touré qui... C'est exact. Oui. Et c'est la raison pour laquelle la seule chose qu'il faut dire, c'est que l'important, c'est que ces hommes et ces femmes aient contribué à la fois aux premières républiques africaines. Donc si aujourd'hui, évidemment, on peut parler de république africaine, de république du Congo, etc., c'est grâce à ces personnalités. Mais c'est également important de préciser qu'elles ont aussi contribué à l'édification de la Ve République, puisqu'aux côtés du général de Gaulle, on pouvait retrouver d'autres personnalités comme Houphouët-Boigny, qui a été signataire de l'acte de constitution de la Ve République française. Et donc c'est important de dire aux Africains, de montrer, de rendre hommage, et surtout qu'ils voient les visages de celles et ceux qui ont fait l'histoire de l'Afrique, mais qui ont également contribué à l'histoire de la France. On a bien compris, mais pourquoi leurs descendants n'arrivent pas à émerger aujourd'hui?
Parce que si on reprend sur cette histoire de la communauté, parmi les pays aujourd'hui qui existent, qui étaient dans la communauté, il n'y a que Madame Dagoma en fait qui est élue aujourd'hui, mais sinon il y a très peu ou pas d'élus au niveau des deux chambres parlementaires qui viennent en fait de la communauté. C'est vrai ce que vous dites, monsieur Makosso, mais c'est la raison pour laquelle nous faisons un travail, parce que les choses doivent se faire progressivement. C'est vrai que dans les années 60, il y avait beaucoup d'Africains qui siégeaient au niveau des différentes instances de la République française. Oui. Certains d'entre eux, Léopold Sédar Senghor, etc., ont occupé des fonctions honorifiques, puisqu'ils étaient ministres de la République française. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, le champ est un peu plus restreint. Et donc on retrouve parmi ces différentes personnalités aujourd'hui Madame Seiba Dagoma ou encore Ramayad que je peux également citer. Mais je crois que chaque chose, on s'entend, il y a eu un moment où les Africains ont décidé de prendre leur indépendance, et puis il y a eu cette période, vous avez dit tout à l'heure, où certains Africains voulaient rentrer chez eux. Et puis aujourd'hui, il y a aussi, nous sommes dans une nouvelle phase où il y a des Africains qui estiment que ils préfèrent contribuer au développement de l'histoire de l'Afrique, tout en gardant évidemment des relations avec leur pays d'origine. Et je crois donc que les choses se font progressivement, et on en voit de plus en plus dans les différentes institutions, dans les mairies. Par exemple, à la mairie d'Evry, Tout à fait. Nous avons plusieurs d'origine congolaise, d'origine congolaise, originaires évidemment des pays africains. Donc les choses se font progressivement, et je crois qu'effectivement il faut garder espoir. Alors donc cet espoir nous permet en fait de dire qu'aujourd'hui cette histoire continue à s'écrire, ça ne s'est pas arrêté finalement. Tout à fait. Avec ces sons-là, ça continue à s'écrire aujourd'hui avec ces hommes et ces femmes qui militent et qui sont aujourd'hui en responsabilité dans différentes collectivités locales. Alors rapidement, autour de ce livre, il y a un événement. Il y a un événement que vous allez organiser d'ici le mois de décembre, si vous pouvez nous en parler. Alors justement, le 3 décembre précisément, j'organise un colloque autour évidemment de la sortie de cet ouvrage, pour parler évidemment de l'histoire de France, mais surtout de l'apport des Africains dans l'édification de la Ve République, et puis on parlera plus globalement aussi de l'Afrique, Oui. à savoir où en sommes-nous aujourd'hui lorsque l'on parle d'Afrique, et surtout dans le contexte actuel de la mondialisation. Donc on parlera de tout ça, on parlera évidemment du rôle de la diaspora aussi dans cette mondialisation, et surtout du rôle de la diaspora dans le développement de l'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle j'invite les Africains, les non-Africains, mais aussi les Congolais, puisque dans cet ouvrage, on parle évidemment de quelques Congolais qui ont contribué à cette histoire de l'Afrique et de la France, à venir à l'Assemblée nationale, à discuter, à échanger, à voir dans quelle mesure ensemble on peut trouver des solutions communes pour le changement, pour le développement et pour l'édification et le renforcement des institutions de nos différents pays. Alors comment ça se passe? Est-ce que c'est une manifestation ouverte à tous? Ça se passe comment finalement? La manifestation est ouverte à toutes les personnes. Il s'agit d'un colloque. La seule chose, c'est qu'il faudra en amont s'inscrire, puisque c'est l'Assemblée nationale, il y a donc des conditions pour y accéder. En termes de sécurité surtout. En termes de sécurité, c'est très important, d'autant plus qu'aujourd'hui nous sommes en état d'urgence et qu'il y a un certain nombre de critères relatifs à la sécurité qui ont été renforcés. Et donc pour participer à ce colloque, il faudra s'inscrire sur le lien Histoire de France 2016 @gmail.com avec nom, prénom, date et lieu de naissance. Voilà, pour pouvoir évidemment participer à ce colloque. Les places sont limitées. Les places sont limitées. Les places sont limitées, tout à fait. Les places sont limitées. Donc ceux qui nous suivent là peuvent déjà, s'ils veulent participer, parce que c'est un événement, c'est un colloque, donc avec des invités prestigieux. Il y aura d'autres invités qui viendront également. Je ne serai pas le seul intervenant. Oui. Il y aura également d'autres invités de qualité qui viendront évidemment pour parler avec nous et pour échanger avec nous sur cette histoire de France. Alors finalement, cette histoire de France aujourd'hui, elle s'écrit d'une manière un peu bizarre, avec des hauts et des bas, notamment des questions relatives à l'intégration. On voit aujourd'hui le discours politique ambiant qui est plus ou moins nauséabond en fonction des espaces ou des moments. Comment est-ce que vous, en tant qu'historien, vous percevez en fait ce travail ou cette ambiance aujourd'hui sur ces liens ou cette histoire qui doit s'écrire ici par les Africains qui participent dans la vie de ce pays? Mais je pense que les choses vont dans le bon sens. Lorsqu'on voit qu'il y a de plus en plus de colloques
D'abord, je crois que vous l'avez certainement remarqué, depuis quelques années, on voit qu'effectivement, il y a de plus en plus de structures associatives, d'événements organisés autour de la diaspora, organisés autour évidemment de l'Afrique. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, il y a le gouvernement français, l'État français, qui depuis quelques années a quadruplé ses investissements vers l'Afrique. Ça montre encore une fois qu'il y a un intérêt aujourd'hui pour l'Afrique, que les États aujourd'hui se rendent compte que l'avenir de demain se trouve en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle, plus que jamais, la diaspora, la jeunesse africaine, doit s'organiser pour prendre toute sa place dans ce village aujourd'hui qu'est la mondialisation. Parce que si nous ne prenons pas notre place, ce sont d'autres personnes qui prendront cette place. En attendant que d'autres ne l'occupent, nous, déjà, on vous occupe vous par rapport à cet ouvrage et surtout à cette invitation qui vous est adressée pour le 3 décembre prochain à l'Assemblée nationale. Il suffit de s'inscrire, les places étant limitées, donc il faut le faire très rapidement. Alors, une dernière question, Monsieur Dreyfus Luyebo. Après l'histoire, est-ce que vous allez vous lancer dans un autre écrit, dans un autre domaine, ou bien vous allez surfer en fait sur cette histoire qui semble passionnante pour vous? Chaque chose en son temps, et je crois que je suis un observateur de la vie en général, et je m'intéresse à beaucoup de choses, à l'histoire, à la finance, à l'insertion professionnelle des uns et des autres. Donc je crois que le moment venu, on se reverra et je crois qu'on en parlera à ce moment-là. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Maroso. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc l'entretien du jour avec M. Dreyfus Luyebo qui a publié Histoire de France et qui va organiser un événement important le 3 décembre prochain à l'Assemblée nationale. Inscrivez-vous pour y participer. Cela permettra aussi d'avoir votre contribution par rapport à cette histoire puisque nous l'écrivons tous, nous a-t-il dit. Merci à Nokoko Mongakoso, merci à vous aussi, toujours nombreux à nous suivre, portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.